Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anesthésie en cardiologie rythmologique. Alors vous le savez, le plateau de cardiologie médicale va évoluer avec une majorité de procédures qui vont maintenant se réaliser sur le plateau d'hémodynamique interventionnelle et une partie de l'anesthésie de ces procédures va être également effectuée par les anesthésistes du grand bloc opératoire. Et c'est dans ce cadre que je vous présente on va dire, globalement les procédures qui y sont réalisées et la conduite à tenir de l'anesthésie. Alors, un certain nombre d'interventions sont relativement nouvelles en rythmologie. Bien sûr, vous l'avez découvert en pratiquant un certain nombre d'ablations de fibrillation atriale, avec l'apparition de nouvelles techniques qui ont simplifié grandement finalement la procédure, qui l'ont également raccourci, mais qui ont également introduit la nécessité de devoir faire plus d'anesthésie générale, parce que c'est des procédures qui ne peuvent pas être, ou en tout cas très très mal tolérées, sur le plan notamment de la douleur, lors de leur réalisation. Il y a des procédures en rythmologie qui sont des procédures un peu plus à risque, comme les ablations de tachycardie ventriculaire par abord épicardique. Bien sûr, des procédures de cartographie et d'exploration électrophysiologique que ça vous connaissez. Et puis, on va parler également de l'implantation de tout ce qui est finalement boîtier, aussi bien pour de type pacemaker que défibrillateur, qui soit avec des sondes endocavitaires ou extra-anatomiques, extra-vasculaires. Alors, il y a une certaine transversalité, effectivement, de notre spécialité pour la prise en charge de ces différents patients et de ces différentes procédures. Donc, être anesthésiste en rythmo et en cardio-interventionnel, c'est premièrement connaître finalement la technicité de la procédure avec notamment le matériel qui va être utilisé, quelle procédure va être réalisée, par quelle voie, est-ce que c'est une voie droite, est-ce que c'est une voie gauche, la technologie du matériel. Notamment, on verra en fibrillation atriale, il y a nombreuses techniques qui existent. Les voies d'abord qui peuvent être un peu particulières, outre les accès veineux ou artériels, on peut être amené à faire des voies sous-xiphoïdiennes par thoracotomie. Le positionnement en paire opératoire, est-ce qu'il y a une nécessité ou pas de pacer le malade, et la place évidemment de l'échographie transœsophagique. Il faut connaître les besoins spécifiques anesthésiques, donc toutes les procédures ne requièrent pas le même niveau de profondeur d'anesthésie, ça je pense que vous en avez tous conscience. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sous sédation, plus une anesthésie locale, ou au contraire d'autres interventions qui sont obligatoirement réalisées sous anesthésie générale. Donc cela va conditionner effectivement si on intube ou pas le malade. Est-ce qu'il y a besoin d'un équipement complémentaire, avec la mise en place également de palettes de défibrillation, la nécessité ou pas d'une curarisation, et est-ce que ce sont des procédures qui sont dites douloureuses. Il faut bien sûr connaître l'ensemble des complications qui peuvent survenir durant ces procédures, alors notamment les complications vasculaires, les complications évidemment cardiaques, mais également les complications neurologiques qui sont en général liées à des troubles rythmiques. Et puis vous avez les complications plus vues en post-procédure, qui sont par exemple les complications rénales. Alors on va parler tout d'abord de l'implantologie, donc juste un bref rappel de ce qu'on réalise au CHU de Nancy. Donc un certain nombre de procédures sont réalisées en implantologie, donc du pacemaker simple bien sûr, simple chambre, double chambre, triple chambre, par voie endovasculaire, mais également des nouveaux pacemakers qui sont dits leadless, c'est-à-dire finalement sans sonde, qui sont mis par voie endovasculaire, placés par les cardiologues rythmologues,
et qui vont avoir le gros avantage de ne pas avoir de poche d'incision pour un boîtier, par exemple, et pas non plus de sondes qui sont bien sûr à risque d'infection ou de création de fuite d'insuffisance tricuspidienne. Vous avez également la mise en place des défibrillateurs. Alors j'ai mis intracardiaque, mais c'est pas exactement ça. C'est avec des sondes intravasculaires, intracardiaques. Des défibrillateurs dits extra-anatomiques, donc ils peuvent être soit sous-cutanés, soit rétrosternaux. Il y a des procédures bien plus à risque, qui sont les extractions de sondes de pacemaker, et puis des changements de boîtier de PM ou de défibrillateur chez des patients qui peuvent être dépendants ou à risque de troubles, bien sûr, du rythme. Donc je vous ai pris une petite illustration pour vous montrer toutes les typologies de pacemaker à l'heure actuelle. Donc vous avez bien sûr le double chambre classique. Alors on peut imaginer le monochambre, hein, ça peut être une seule sonde ventriculaire. Ici en l'occurrence il vous est présenté une sonde atriale et ventriculaire. Vous avez la même chose mais sans finalement vous voyez de sonde. Donc c'est une implantation de ces petits pacemakers qui sont finalement des micro-piles qui vont permettre une stimulation locale, qui sont bien sûr à moindre risque infectieux. Vous avez des pacemakers qui peuvent être triple chambre. Donc là, vous le voyez juste au-dessus de mon image, avec une sonde, la dernière sonde qui est passée dans le sinus coronaire veineux. Vous avez des défibrillateurs qui peuvent être posés en sous-cutané, donc c'est pas des pacemakers, attention, c'est bien des défibrillateurs. Donc vous voyez en presternal avec une sorte de barrette et un générateur. Et puis vous avez des nouveaux défibrillateurs qui sont dits rétrosternaux, où là on va glisser finalement en arrière du sternum cette espèce de sonde qui va permettre de défibriller le cœur. À noter que pour ces défibrillateurs, pour le moment, il n'existe pas d'action combinée de pacing et de défibrillation. C'est l'une ou l'autre, contrairement finalement aux défibrillateurs intravasculaires pour lequel une fonction pacemaker peut exister, donc le couple pacemaker-défibrillateur peut exister. Alors, est-ce qu'il faut faire de la L ou de la G pour ces procédures-là? Donc, la plupart des pacemakers endocavitaires se posent sous anesthésie locale, y compris les leadless, c'est-à-dire ces interventions qui n'ont pas besoin de mise en place de boîtier. Les défibrillateurs intravasculaires en prévention primaire sont rarement testés, donc il n'y a a priori pas besoin non plus d'anesthésie générale. En revanche, en prévention secondaire, c'est-à-dire si le malade a déjà fait un trouble du rythme, on veut s'assurer absolument que le défibrillateur fonctionne, et à ce moment-là, on teste souvent sous anesthésie générale. Il y a des procédures qui se font uniquement sous anesthésie générale, que sont par exemple l'extraction de sondes pour des raisons infectieuses principalement, ou alors de bris. Et puis, quelquefois, des poses de PM leadless, donc sans sonde, lorsqu'on a finalement un changement, par exemple des extractions de sondes, et le patient est dépendant d'un pacemaker, d'un pacing, et donc on va mettre des sondes endocavitaires, un pacemaker qui est endocavitaire, mais sans sonde à proprement parler. Les défibrillateurs extra-anatomiques également nécessitent une anesthésie générale. Alors, un petit mot sur les points importants de la consultation d'anesthésie. Alors, bien sûr, on ne va pas passer tout en revue, mais ce qui me semble important, c'est en tout cas avoir brièvement une notion de la FEVG du patient, parce que ça va conditionner évidemment la manière dont vous allez faire l'anesthésie de ce patient, notamment l'induction. Quel type de trouble de la conduction ou du rythme il présente. Ça, c'est très important. Et puis le management des anticoagulants et des antiagrégants. La plupart des procédures peuvent se réaliser sous anticoagulants ou sous antiagrégants.
sauf les voies un peu plus invasives, comme par exemple le rétrosternal. Mais tout ce qui est endocavitaire, il y a juste la notion de création de poche pour insérer le boîtier, qui effectivement sous anticoagulant et antiagrégant peut être réalisé, mais le risque est de voir survenir un hématome de la loge du boîtier. Et bien sûr, l'hématome fait potentiellement le lit de l'infection. Alors certains patients sont bien sûr à FEVG très altérés. Je pense aux défibrillateurs implantés dans le cadre d'une prévention soit primaire ou secondaire à des FE très basses. Voilà, ça il faut réaliser une anesthésie prudente, en général par étomidate. Alors quels sont les risques en implantologie? Les risques procéduraux, c'est principalement celui de la tamponnade. Une perforation avec une sonde peut entraîner un épanchement péricardique. En général, le diagnostic est assez rapide. C'est la survenue d'une instabilité hémodynamique per procédure ou juste après la procédure qui doit faire rechercher immédiatement avec une échocardiographie de débrouillage un épanchement péricardique. Il peut y avoir des lésions vasculaires, évidemment, sur la voie d'abord, principalement. Des troubles de la conduction, et ça c'est essentiellement pour les patients qui seraient dépendants au pacing, et des troubles du rythme. Puis les risques à plus moyen terme, c'est les risques de fracture de sonde ou de déplacement, les hématomes, les infections de la poche du boîtier, ou le dysfonction, ou la durée de vie, par exemple, qui est atteinte de façon prématurée du pacemaker ou du DAI. On va parler maintenant un petit peu de l'anesthésie en rythmologie interventionnelle. Alors, il y a un certain nombre de procédures qui sont finalement réalisées chez nous. Donc, la plus fréquente, c'est la FA parox ou la FA persistante, globalement la famille des fibrillations atriales. Le flutter atrial, la maladie de Wolff-Parkinson-White, l'ablation de tachycardie atriale, de tachycardie jonctionnelle, de tachycardie ventriculaire ou le simple mapping atrial. Il y a probablement d'autres procédures qui vont venir à terme, mais pour le moment, on ne va pas devancer l'avenir et on va principalement expliciter celle-ci. Alors les risques périprocéduraux, finalement, ils sont très dépendants de la voie d'abord qu'on va employer. Donc si c'est le cœur droit, en général, c'est plutôt simple et rapide et il y a très peu de complications puisqu'on reste uniquement du côté veineux. Et donc veine cave et cœur droit principalement. Et donc, il y a peu de complications pour ces procédures-là. Les procédures-là, des procédures de cœur gauche, dans le cœur gauche, elles sont plus à risque puisqu'il y a une ponction déjà transseptale. Et puis, vous avez le risque, effectivement, de manipulation au sein de l'oreillette gauche, éventuellement s'il y a un thrombus présent ou non dans l'auricule gauche. Et donc, les complications, c'est typiquement l'accident vasculaire cérébral. Vous avez également plus de risques de tamponnade cardiaque, soit par perforation avec un guide de l'oreillette ou de l'auricule gauche, ou une ponction malencontreuse de la racine aortique ou de l'aorte lors de la ponction transseptale pour le passage droite-gauche. Et puis vous avez les problématiques sur l'abord vasculaire avec des hématomes, des malades qui sont potentiellement anticoagulés de façon très importante, souvent en préopératoire et bien sûr en per-procédure. Effectivement, quand la ponction fémorale n'a pas été éco-guidée, ou même si elle est éco-guidée et qu'il y a une veine ou une artère qui est transfixée, c'est un risque d'hématome local du scarpa. Alors les trois questions à se poser, c'est bien sûr quelle procédure doit être réalisée, quelle zone d'ablation évidemment ou d'exploration doit être faite.
donc endocavitaire, droite-gauche ou épicardique, et puis quelle technique d'ablation, est-ce que c'est de la radiofréquence, de la cryoablation, du laser, de l'électroporation, on verra, je vous détaillerai un petit peu les différentes procédures. Alors, un petit mot général sur l'AFA, c'est une maladie, on va dire que c'est presque la maladie du siècle, hein, l'AFA. Maintenant, il y avait l'ensemble des facteurs cardiovasculaires qu'on connaissait comme l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, et l'AFA, finalement, est un peu ce nouveau facteur de risque cardiovasculaire, puisqu'il est associé à une prévalence plutôt très importante et surtout à une morbidité non négligeable, de par la pathologie en elle-même ou de par la prévention de ces complications par l'ajout d'anticoagulants au long cours. Alors vous le voyez, la prévalence elle est en augmentation constante de l'AFA et on ne sait pas trop à l'heure actuelle si c'est parce que il y a une recrudescence ou si c'est parce qu'il y a un meilleur dépistage. Mais toujours est-il qu'on va avoir de plus en plus de patients à traiter. Un petit mot sur la physiopathologie. Donc effectivement, là vous voyez la description anatomique. Donc la plupart du temps, la fibrillation atriale, elle est initialement dite paroxystique. Elle va commencer, débuter et s'arrêter assez spontanément à intervalles plus ou moins réguliers. Et en fait, elle est liée principalement à des foyers ectopiques qui sont autour de la naissance des veines pulmonaires au sein de l'oreillette gauche. Donc, toute la stratégie initiale du traitement de la fibrillation paroxystique repose sur cette localisation anatomique et donc va consister à ce qu'on appelle isoler les veines pulmonaires de l'oreillette gauche. Alors on les isole électriquement, c'est-à-dire qu'on va créer un courant de lésion qui va créer une cicatrice qui va empêcher finalement la traversée électrique entre ces deux zones qui vont être finalement à la fin identifiées séparément, les veines pulmonaires d'un côté et l'oreillette gauche. Grosso modo, il peut continuer à y avoir des foyers ectopiques qui se trouvent dans les veines pulmonaires avec de la décharge électrique à ce niveau-là, mais le passage de cette décharge électrique à l'oreillette gauche, c'est-à-dire le fait que ça entraîne l'oreillette gauche, est coupé par isolement de ces veines pulmonaires. Bien sûr, quand la fibrillation atriale, ces facteurs de risque ne sont pas corrigés avec le temps, eh bien, il va y avoir un remodelage de l'oreillette et un début de création de fibrose avec du collagène qui va se déposer petit à petit. Et cela va entraîner une recrudescence plus importante de ces foyers de décharge électrique. Et surtout, potentiellement, elle va s'arrêter moins facilement. Et d'une fibrillation atriale paroxystique, on va passer à une fibrillation atriale qui va être permanente, ou en tout cas persistante. Et on est dans une phase de transition où effectivement l'isolement des veines pulmonaires va peut-être marcher initialement. Et puis, si on ne le traite pas, même si on va isoler les veines pulmonaires, le mal est déjà fait de façon chronique, notamment quand les oreillettes sont déjà dilatées. Et ça va faire le lit, finalement, de la fibrillation atriale permanente. Alors, voici les facteurs de risque que vous connaissez bien, le diabète, l'hypertension, l'obésité, la cardiomyopathie, certaines drogues, de l'alcool, l'hyperthyroïdie. Tout ça pour les facteurs de risque qui sont, on va dire, réversibles, ou en tout cas sur lesquels on peut agir en partie. Vous avez une partie de facteurs de risque pour lesquels vous ne pouvez pas faire grand-chose, notamment les origines familiales de ces fibrillations ou génétiques, l'âge évidemment contre lequel vous ne pouvez pas faire grand-chose, et puis
vous avez des survenues de fibrillation atriale qui sont liées à des contextes particuliers, notamment de cardiopathie valvulaire ou coronarienne ou en post-chirurgie cardiaque. Vous l'avez compris, l'évolution finalement depuis focale jusqu'à une origine totalement naissante de l'oreillette se fait sur l'évolution de plusieurs années et peut-être avec la répétition de certaines procédures également pour lesquelles on n'arrive pas ou on n'a jamais réussi à totalement contrôler cette fibrillation atriale. Évidemment, la fibrillation atriale permanente augmente le risque d'AVC et augmente également le risque d'insuffisance cardiaque. Alors le traitement optimal, pendant de nombreuses années, on pensait qu'effectivement les traitements médicamenteux étaient satisfaisants et on s'aperçoit que finalement les traitements médicamenteux, que ce soit dit de rate control, c'est-à-dire on va contrôler la fréquence du cœur, ou alors de rhythm control, c'est-à-dire remettre le patient en rythme sinusal régulier par des médicaments, eh bien, se révèlent in fine moins efficaces que des stratégies d'ablation de la fibrillation atriale par des méthodes mécaniques. Donc on l'a dit, on va dans un premier temps isoler finalement les veines pulmonaires en allant passer un petit cathéter et brûler de façon circonférentielle soit les ostiums de chaque veine pulmonaire, soit on fait des boxes un peu plus larges d'ablation, mais toujours est-il qu'il faut qu'on finalement aboutir à un courant de lésion qui est le plus fermé, le plus clos possible. Alors il y a à ce jour plusieurs techniques qui existent. Donc la technique de référence, c'est ce qu'on appelle la radiofréquence. Donc on va appliquer une sonde et avec l'émission d'une radiofréquence comme un four micro-ondes, finalement on va brûler de façon circonférentielle l'ostium de l'abouchement de la veine pulmonaire, en sachant que on contrôle pas très bien finalement la pénétration au sein du tissu de cette radiofréquence, et il y a quand même des structures qui sont assez nobles, notamment l'œsophage et le nerf phrénique, qui peuvent être lésés lors de cette procédure. Du coup, on a essayé de faire évoluer un petit peu les techniques, et puis on a inventé, au lieu de finalement de la radiofréquence pour brûler, on a décidé de refroidir et de congeler ces cellules et de créer une lésion finalement par le froid, avec là encore des paralysies phréniques qui peuvent survenir, mais dont les lésions finalement ne sont pas si définitives que ça, avec une certaine réversibilité. Et puis vous avez une troisième technique qui est apparue il y a vraiment quelques années, qui sont des techniques dites de pulse field ablation, qui sont de l'électroporation, que je vais vous détailler juste après. Alors si on fait un petit peu la chronologie de l'évolution de ces techniques d'ablation, eh bien vous aviez la première qui est la radiofréquence, et donc qui reste la technique de référence, le cryoballon, donc la technique d'ablation par cryothérapie, la technique du laser, avec un laser qui va être circulaire, qui va tourner sur 360 degrés pour créer une lésion par la lumière. Et puis cette dernière technique qui est cette technique d'électroporation. Alors, il y a eu un certain nombre d'études randomisées. Alors, pour votre culture générale, je vous les présente rapidement. Donc, il y a une première technique qui a comparé finalement la radiofréquence à la cryoablation, qui s'appelait Fire and Ice Study, qui a inclus 762 patients et dans laquelle ils n'ont
pas démontré de différence significative en termes d'infériorité. C'est-à-dire que c'était une étude de non-infériorité. La majorité des études que je vous présente, ce sont des études de non-infériorité avec des endpoints qui sont finalement la récidive de la fibrillation atriale ou l'apparition d'un flotteur atrial ou d'une tachycardie atriale ou l'utilisation de nouvelles drogues antiarythmiques ou la nécessité d'un recours à une nouvelle ablation. Donc souvent dans toutes ces études-là, ce sont principalement des critères de jugement dits composites et des études de non-infériorité. Donc les deux techniques se valent entre la cryothérapie et la radiofréquence. Avec quand même un petit signal en faveur finalement, vous voyez, de l'ablation au cryoballon sur les tamponnades cardiaques, mais sans qu'il y ait finalement de différences significatives, et par contre des différences en termes finalement de lésion du nerf phrénique. Avec la cryoablation, il y avait plus de gel entre guillemets du nerf phrénique, mais qui ne persistait pas dans le temps, notamment à 3 mois ou à 12 mois. La nouvelle technique que vous avez vue maintenant de plus en plus au bloc opératoire, c'est la technique d'électroporation. Donc le principe, c'est d'épargner les tissus environnants, notamment l'œsophage et le nerf phrénique. Et pour cela, on va appliquer un champ électrique pulsé de très haut voltage, de 1 à 10 000 kilovolts. Et donc c'est extrêmement douloureux et c'est pour ça que ça nécessite une anesthésie générale, mais également une curarisation pour éviter d'entraîner des secousses pendant cette stimulation. Et le but du jeu, c'est d'ouvrir des pores dans les membranes des cellules cardiaques et de créer de la lésion comme ça, et on va détruire ces cellules qui sont impliquées dans les troubles du rythme cardiaque. Alors voici la technique qui est proposée sous forme d'une petite vidéo éducative par la société Farapulse, qui va présenter donc cette technique d'électroporation. Donc vous voyez, c'est un cathéter qui a une forme finalement de fleur, et donc qui va permettre de créer un courant de lésion de grande largeur, de grand diamètre, qui va permettre d'aller finalement de gagner énormément de temps par rapport à des cathéters de radiofréquence qui n'ont pas cette finalement forme anatomique. Vous avez deux types de configuration, l'aspect fleur et puis l'aspect un petit peu boule, vous l'avez vu, où vous allez rentrer finalement dans chaque veine pulmonaire. Donc d'abord, vous le voyez, deux applications sous la forme boule. Donc là, on pousse la petite boule contre l'ostium de la veine pulmonaire, de l'abouchement de la veine pulmonaire, et on va faire une petite rotation, voilà, où on va réappliquer une deuxième fois le courant. Et puis une fois qu'on a complété par ça, on va appliquer un courant d'une autre manière, notamment avec la configuration fleur pour maximaliser les chances d'avoir une lésion qui est vraiment circulaire et complète. Et vous le voyez avec cette finalement stratégie, on va détruire les cellules nerveuses qui sont impliquées dans la génération de l'AFA, et on va inhiber finalement les lésions des autres composants environnants. Donc voilà pour l'ablation par électroporation. Alors, qu'ont donné finalement les études? Donc là, c'était l'Advance Study, qui, encore une fois, est une étude de non-infériorité. Et il n'y avait pas de différence significative avec l'ablation thermique par radiofréquence. En revanche, une
morbidité extrêmement faible, vous voyez, donc ça c'est un registre, le registre manifeste, qui n'a recensé finalement aucune complication que les autres techniques avaient déjà eues, à savoir des lésions œsophagiennes, des sténoses des veines pulmonaires, parce que ça on n'en a pas parlé, mais effectivement parfois les lésions sont tellement importantes que finalement les veines pulmonaires deviennent sténosées, et aucune paralysie phrénique définitive, en tout cas très très faible parésie phrénique, mais vraiment rien. Alors quel conditionnement? Vous le connaissez maintenant, c'est un ECG simple 5 brins, pardon. Une SpO2, une pression non invasive. Évidemment, on privilégie un cathéter artériel lorsque l'AFE est basse, aux alentours de 25%, en dessous de 25%. C'est une voie endocavitaire gauche avec une ponction transseptale, et donc ça requiert en général la mise en place d'une échocardiographie transœsophagienne pour guider la ponction transseptale. Une VVP de bon calibre suffit, et ils font systématiquement curariser les malades pour l'électroporation, pour la douleur per procédure, et surtout pour les mouvements et la gestion des apnées et des stimulations phréniques éventuelles. La durée, elle est variable. Alors 45 minutes pour l'électroporation, et puis quand vous faites de l'ablation par radiofréquence en cartographie pour des malades qui ont de l'AFA qui est persistante, qui ont déjà eu des cathéters avec des ablations préalables, où on sait que la cartographie de l'AFA est beaucoup plus complexe, eh bien, ça peut aller jusqu'à 4 heures. L'anticoagulation est bien sûr systématique, et l'objectif, c'est d'avoir un ACT supérieur à 250 secondes. Alors, quel conditionnement pour les autres procédures? Donc, parlons un peu des tachyartériales droites. Donc, le monitorage, il est classique également. On peut faire beaucoup sous anesthésie locale, avec parfois recours à un peu de sédation, mais il y a énormément d'ablations droites qui sont réalisées sans notre soutien. Évidemment, des ablations un peu plus complexes comme les TV épicardiques, où là, ça nécessite un équipement anesthésique plus important. Souvent, c'est des malades beaucoup plus fragiles, qui ont des insuffisances cardiaques avancées, qui font de la TV récidivante, et donc il y a souvent des variations hémodynamiques qui sont très importantes, et donc il faut suivre ces variations hémodynamiques avec un cathéter artériel, plus ou moins une voie veineuse centrale, s'il y a besoin de soutien en noradrénaline, d'obutamine. Et puis, classiquement, on aime encore bien surveiller la nirse cérébrale, parce que ces épisodes de TV induites, parfois on n'arrive pas à les casser immédiatement, parfois ils se répètent de façon prolongée, donc on a des désaturations cérébrales qui peuvent être importantes. Évidemment, cette nirse, elle est importante lors des abords sous-xiphoïdiens, et comme je vous l'ai dit, pour des épisodes hypotensifs qui peuvent être parfois sévères et prolongés. Les patchs de défibrillateurs sont bien évidemment mis en place de façon systématique pour pouvoir assurer une défibrillation externe au besoin. La durée, elle peut être longue quand on a du mal à trouver précisément la lésion, et c'est d'une haute technicité, puisque vous le savez, c'est en salle qui requiert l'IRM de guidage pour nos collègues électrophysiologistes. Alors, si on s'intéresse au type d'anesthésie pour l'AFA, eh bien, il y a une grande étude qui a comparé finalement, donc sous la forme d'une cohorte, la sédation consciente, dite sédation légère, et puis l'anesthésie générale, sur une sorte de endpoint composite, vous voyez, avec l'hospitalisation pour de l'AFA récidivante, l'utilisation de drogues antiarythmiques de façon secondaire, la nécessité d'avoir un recours à un choc électrique externe ou une nouvelle procédure d'ablation. Et bien dans cette étude-là, qui est encore une fois de la cohorte observationnelle, on s'aperçoit que finalement le risque de récidive de l'AFA était moindre lorsqu'on l'a réalisé sous anesthésie générale. Et vous voyez, il y a presque 10% d'écart en termes de récidive à 1 an. Alors,
Le message est un peu à modérer, puisque si on regarde à l'échelle des 5 ans, eh bien on s'aperçoit que cette différence s'amoindrit entre les deux groupes, avec plus que 5% en faveur de l'anesthésie générale. Néanmoins, on a quand même l'impression que de réaliser cette procédure sous anesthésie générale favorise probablement la qualité de la lésion que l'on va générer pour prévenir la récidive ou la survenue de l'AFA. Alors, est-ce qu'il y a un impact de certains agents anesthésiques? Alors, tout à fait, et je pense qu'il est important de le souligner. Alors, il y a certains types de médicaments qui sont plutôt à proscrire, donc évidemment, on n'en fait pas, mais la dexmédetomidine, on n'en fait pas, mais ça a tendance à diminuer l'effet sympathique et donc diminuer le risque de déclenchement de l'AFA. Le midazolam en continu, on en fait peu. La kétamine, on ne sait pas trop son rôle, donc probablement qu'il est pas très intéressant d'utiliser dans cette chirurgie-là, qui n'est d'ailleurs pas très douloureuse après l'événement. Et donc on privilégiera de façon notoire le propofol qui n'a pas ou peu d'effets négatifs. Donc on évoque ou l'utilisation d'anesthésiques volatiles plutôt effectivement chez les enfants. Le rémifentanil, il baisse bien sûr la conduction nodale du nœud atrioventriculaire et donc il est plutôt à éviter par rapport au sufentanil qui a moins d'effet sur ce nœud, mais bon, qui produit quand même pas mal de bradycardie. Donc il n'y a pas d'agent morphinique à privilégier de façon notoire. Par commodité, le sufentanil en bolus est fréquemment utilisé chez nous. La gestion des anticoagulants est importante puisque c'est principalement des malades qui viennent pour des FA, qui ont souvent un score de Chazz-Vasc supérieur à ce qui est recommandé pour l'introduction d'anticoagulants. Et donc, c'est des malades qui vont venir à la consultation d'anesthésie, mais également à la procédure, en général sous AOD. Ces AOD sont essentiellement poursuivis par nos confrères cardiologues, à juste titre, puisque on veut limiter au maximum le risque de survenue d'AVC périopératoire, et c'est une procédure qui est peu invasive. En général, les patients ont également un scanner préopératoire pour savoir si l'auricule est bien libre de tout thrombus, l'auricule gauche évidemment. Et si cela n'a pas été réalisé, eh bien, au cours de l'ETO péropératoire, on peut tout à fait regarder la vacuité de l'auricule gauche. Donc en général, les AOD sont arrêtés soit la veille, soit le matin. C'est un peu variable en fonction des rythmologues, mais ils ont tendance plutôt tous à ne pas donner la dose du matin, puisque les malades vont être relayés par HNF-IVSE, et d'ailleurs ils arrivent au bloc opératoire avec de la HNF-IVSE, plus l'AOD qu'ils auront dans le sang, pour cette procédure. En plus de cela, on va faire un bolus pour atteindre un ACT supérieur à 300, 350, dont la validité est questionnable, puisque on ne sait pas très bien l'interaction des AOD avec l'ACT, avec l'antidissa de la HNF, etc. Et donc, il est difficile de savoir si c'est 300 secondes qui sont finalement identiques à des 300 secondes qui seraient faites chez un patient naïf d'AOD. Donc deux procédures, deux possibilités en fin de procédure. Soit effectivement l'opérateur décide d'antagoniser à la protamine, soit il va laisser dériver. Souvent on n'antagonise pas, mais encore une fois c'est très dépendant de chaque opérateur.
Évidemment, s'il devait y avoir une complication, type un épanchement péricardique ou un hématome sur le site de ponction, et bien sûr, on antagoniserait. Pardon. Classiquement, on réalise une ETT avant la sortie du patient de cette salle d'intervention et on comprime le Scarpa. Voilà. Alors, si on s'intéresse finalement aux éléments qui vont favoriser la survenue d'une complication, eh bien, notamment une complication de type AVC, on s'aperçoit que quand même, l'ACT, un ACT inférieur à 300 secondes, augmente de façon notoire. C'est probablement celui qui a le plus de poids dans ce que nous, on peut manier en périopératoire, associé à une augmentation de 3,2 fois le risque d'AVC périopératoire. Finalement, le temps qu'on passe dans l'oreillette n'a pas ou peu d'influence, vous voyez. Et puis, ne pas faire de bolus d'héparine avant la ponction transseptale, là aussi, ça augmente de façon notoire le risque d'AVC. Ça tient essentiellement au fait que le cathéter ne va pas être anticoagulé à son passage et donc la lésion qu'il crée au travers du septum va favoriser l'adhésion plaquettaire et l'activation de la coagulation à cet endroit-là et peut potentiellement être la source de la création d'un thrombus dans l'oreillette qui va se former à cet endroit-là. Alors, en général, pour la fibrillation atriale, on ne modifie pas les antiarythmiques qui sont administrés de façon chronique. Pour ce qui est la tachycardie jonctionnelle, il y a une nécessité quand même de washout pour pouvoir le déclencher, pour pouvoir la déclencher, cette tachycardie. Et effectivement, on a besoin de 5 demi-vies, classiquement, pour pouvoir éliminer une très très grande majeure partie de ce médicament. Pour les tachycardies ventriculaires, eh bien, c'est plutôt selon l'avis en fait du rythmologue qui fait l'intervention. Il y a des malades qui sont très très à risque de tachycardie ventriculaire et donc de lever un tout petit peu la pression sur les antiarythmiques, qu'ils soient bêta-bloquants ou antiarythmiques, expose le patient à un surrisque de TV avant même la procédure. Un petit mot sur la ventilation per procédure. Donc, la plupart du temps, quand on fait de l'anesthésie générale pour ces malades-là, on évite toute ventilation spontanée et on fait de la ventilation contrôlée parce que c'est garant de meilleure réussite de la procédure. Et dans cette étude-là, donc qui est une étude randomisée, ils ont regardé finalement l'impact du type de la ventilation appliquée en opératoire, à savoir haute fréquence, ou plutôt standard of care, donc c'est-à-dire petit volume et fréquence normale, donc ça ce qu'on ferait habituellement. Et donc ils descendent le volume à 3 à 3,5 ml par kilo dans le groupe haute fréquence, avec une augmentation bien sûr de la fréquence respiratoire entre 25 et 30. Et ce qui a été démontré dans cette étude-là, et en tout cas le rationnel qui est proposé, c'est que finalement on fait des plus petits volumes et donc moins de mobilisation du massif cardiaque et donc une meilleure finalement lésion, en tout cas contact entre le cathéter et la paroi de l'oreillette gauche pour créer la lésion. Et c'est ce qui est démontré finalement dans cette étude. Vous voyez avec une étude qui est significative sur la récurrence à 1 an de la fibrillation atriale avec l'utilisation d'une ventilation à haute fréquence, petit volume. Donc si je devais recommander quelque chose, c'est probablement effectivement de faire des petits volumes,
bon, peut-être pas 3,5 millilitres par kilo, en tout cas c'est ce qui est publié, mais on peut raisonnablement penser qu'on peut faire 4 millilitres kilo, toujours avec de la PEP, hein, ça ne pose pas de problème, mais en augmentant sensiblement la fréquence respiratoire. Alors un petit mot sur la place de l'ETO. La place de l'ETO, elle a 3 fonctions. 1, c'est guider la ponction transseptale. 2, c'est détecter les complications précoces. Et 3, c'est vérifier l'absence de thrombus intra-auriculaire gauche. L'ETO, sachez-le, n'est pas sans morbidité, hein, puisque on a vu des patients fragiles. En général, le phénotype caractéristique, c'est la petite mamie âgée et assez frêle, qui peut avoir des problèmes d'œsophage et chez qui l'insertion de la sonde d'ETO peut entraîner des perforations œsophagiennes ou des lésions oropharyngées. Donc il faut faire vraiment une insertion avec une certaine prudence, ne jamais forcer quand ça ne descend pas. Alors, on va détailler ce qu'il est capable de voir en ETO. Donc, la première chose, c'est qu'on va rechercher un thrombus de l'auricule gauche. Donc, on se met en général entre 60 et 90 degrés, avec visualisation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Là, vous avez l'image en haut à droite en 3 dimensions d'un thrombus qui est appendu à l'auricule gauche. Évidemment, si vous avez le TDM, vous pouvez confronter. Et il est toujours nécessaire de réaliser plusieurs coupes pour vraiment faire un tour complet de l'auricule gauche pour être sûr que c'est pas un artefact ou au contraire qu'on n'a pas loupé un thrombus. Vous pouvez également mesurer les vitesses de vidange. Vous voyez à l'entrée ou à la sortie de l'auricule gauche, avec un tir Doppler pulsé. Et une vitesse satisfaisante, c'est une vitesse qui est au-delà de 0,5 mètres par seconde. Vous allez pouvoir guider également la ponction transseptale. Donc là encore, il y a plutôt des effets bénéfiques au monitorage, puisque vous allez voir comment est centré en cas de cavité, et notamment au niveau du septum interauriculaire, lorsque il va y avoir ce qu'on appelle le tenting, c'est-à-dire on pousse un peu l'aiguille et on va, vous voyez, faire une tente qui va se créer sur le septum. Alors, tous les septums ne sont pas équivalents et vous le voyez dans les slides à droite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un septum anévrismal. Donc là, vous poussez, et en fait, ça ne fait que déformer ce septum qui est extrêmement élastique et on n'arrive pas à le perforer. Au contraire, vous pouvez avoir un septum qui est fibreux, très fibreux, qui est soit de constitution naturelle du patient, soit c'est parce que le malade a eu 1, 2, 3, 4, 5 procédures avec à chaque fois des ponctions transseptales qui ont fini par créer des lésions cicatricielles fibreuses et qui vont, au cours de la nouvelle procédure, devenir impossibles à franchir. Et donc, vous avez, en tout cas à disposition des électrophysiologistes, une petite aiguille qui va servir de bistouri également, une aiguille de radiofréquence qui va brûler le tissu et qui permet de franchir cette paroi beaucoup plus facile. Donc, franchir le guide, ce n'est pas tout en fait. Il faut absolument que le guide soit accompagné de cette espèce de dilatateur. Et donc, il faut qu'il y ait une disparition du tenting pour confirmer le passage complet non seulement du guide, mais également de la sonde porteuse du guide. Alors, comment on regarde ? Eh bien, il y a classiquement 3 vues. La première, c'est souvent la vue bicavale, donc à 90 degrés. Donc, vous avez la veine cave supérieure qui est montrée, intitulée SVC, qui va
permettre de localiser en fait la hauteur dans le septum interauriculaire. Donc vous voyez le tenting là a lieu à peu près au milieu. Donc ça c'est bien pour repérer la hauteur. Vous avez la partie mid-œsophagienne, donc à entre 20 et 40, où vous voyez il est important d'avoir finalement d'être au niveau de la valve aortique que vous devez voir, la valve Mercedes, là, le tricuspide Mercedes, qui là va permettre de plutôt orienter la position antéro-postérieure de la ponction. Donc évidemment, plus vous êtes antérieur, plus vous avez un risque donc vous voyez de perforer ou de ponctionner l'aorte, la racine aortique ou le sinus même coronaire. Donc attention à la position à entre 20 et 40 degrés. Et puis vous avez la classique position finalement à 0 degré qui va vous permettre de juger de la distance entre la pointe du tenting et la valve mitrale. Ça, c'est la vue la plus importante, par exemple, quand vous devez faire du mitraclip. L'important va être d'injecter du sérum. En général, ils injectent plutôt leur produit de contraste iodé, donc qui ne contient aucune bulle, puisque là, les bulles passent directement dans la circulation systémique. Et une fois que la ponction est réalisée et que la sonde est passée, eh bien, vous allez retirer le TO, puisqu'on n'en aura plus besoin à ce stade, d'autant plus qu'elle peut créer un arc électrique, notamment pour les procédures de radiofréquence ou d'électroporation. Et donc favoriser les lésions œsophagiques. Alors, d'autres procédures peuvent être réalisées bien sûr en rythme interventionnel. Donc pour les tachycardies droites, on peut ablater le flotteur atrial commun. Donc c'est le plus fréquent et c'est toujours à droite. Un flotteur droit sur cœur cicatriciel, bon, les gens qui ont été opérés par exemple d'une CIA. La tachycardie atriale droite, focale, la tachycardie parasinusale. Et donc on va procéder à ce qu'on appelle l'ablation ismo-cavo-tricuspide. Voilà. Et notamment également les tachycardies jonctionnelles. Donc tout ça, ça peut se faire sous sédation. Il n'y a pas nécessité d'anesthésie générale, sauf explicitement requise par le patient. Et puis vous avez des voies, je vous l'ai dit, épicardiques, notamment les tachycardies ventriculaires, où là c'est quasiment toujours des anesthésies générales. Un dernier point sur l'antibioprophylaxie. Alors vous le savez que les RFE ont été mises à jour en 2024 par l'ASFAR, mais également par la Société française de cardiologie. Et pour ces procédures-là, que vous voyez, donc implantation ou changement de prothèse rythmique, céphazoline 2 grammes, réinjection bien sûr, et puis toutes les explorations endocavitaires, pas d'antibioprophylaxie, à l'exception des patients qui auraient déjà par exemple des sondes de pacemaker ou déjà une prothèse intracardiaque type un pacemaker sans sonde ou une valve type TAVI ou une valve bioprothétique ou que sais-je. Mais en tout cas, dès qu'il y a du matériel intracardiaque, on va réaliser une antibioprophylaxie par céphazoline. Sinon, il n'y a pas de nécessité de réaliser une antibioprophylaxie. En cas d'allergie à la céphazoline, on va privilégier l'administration de vancomycine, comme vous connaissez très bien la posologie sur 1 heure. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à m'adresser des questions au besoin.